Bonjour Kiko, Christian Mauroy. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. C'est la moindre des choses, ça me fait plaisir. Nous sommes, comme on dit, au marché de la poésie, 41e édition. Et à Paris, c'est un surprise. Alors, est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu? Qui est Kiko? Oui, je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a une longue histoire. Mais au début, je m'appelais Christian Mauroy. J'ai fait toutes sortes de choses. C'était difficile de commencer. Disons que j'ai fait un court-métrage à l'âge de 33 ans. Alors, j'ai fait plein de choses avant, mais bon, on va passer dessus parce que c'est trop long. Et puis, malheureusement, c'est pareil que c'est un beau court-métrage, Le Ring. Et puis, du coup, après, étant que j'avais 33 ans, que j'ai commencé tard et que, bon, quand même, je suis un peu sonné. Du coup, finalement, il y a un monsieur qui s'appelle Nico Papatakis, qui est un grand monsieur du cinéma, qui m'a dédicacé sa autobiographie. Et puis, ça s'appelait tous les désespoirs sont permis. Et il m'avait dédicacé en disant aux poètes, au pluriel, suspendus aux lèvres des muses, tous les espoirs sont permis. Donc du coup, évidemment, j'ai tracé dans la vie, surtout que j'avais commencé dans cette voie, puisque j'avais commencé à écrire des poèmes très jeunes. Je veux dire, même, je crois que quand j'ai commencé une fois que j'ai appris à écrire, ça y est, c'était parti. En même temps, j'écrivais les poèmes enfant, quoi. C'est mon truc. Et à l'âge de 12 ans à peu près, là, ça commençait à prendre un peu plus de corps, on va dire, parce que j'écrivais des sonnets, enfin bref, tout était un peu réglé. C'était plus facile pour un gamin de se trouver avec des règles. Voilà. Et donc après, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai une histoire. Bon, j'étais un cancre, il faut voir les choses comme elles sont. Et il se trouve que jusqu'à la seconde, où j'ai été très malade pendant 3 mois, je suis arrivé en seconde C, et j'ai eu, j'ai été très malade, donc j'ai dû, redoubler. Puis finalement, étant donné que j'étais très bon en français, enfin très bon ou très mauvais, au début de l'année, entre autres, au début de l'année, j'avais une prof qui pouvait pas me saquer, parce que certainement j'étais un crank, et puis elle n'aimait pas parce que j'avais déjà lu pas mal de choses. Je me rappelle quand j'étais, je sais pas comment on dit, en primaire, je crois que j'avais Tolstoï, je crois que ça j'en suis sûr, parce que, enfin bref. Et donc on était, ça se cognait, et elle est partie en congé maternité, heureusement pour moi, heureusement pour elle aussi, c'est vrai. Et puis il y a un jeune prof de français qui est arrivé, et là, tout a changé. C'est-à-dire que d'un seul coup, il a vu, lui, qu'il y avait quelque chose. Et du coup, c'est là où j'ai complètement changé ma vision des choses, ou en tout cas mon attitude. Et je suis devenu passionné avec lui. Et il m'a guidé, quoi, comme ça. Donc parce que, voilà, je devais redoubler donc la seconde C, puis je suis passé en première A finalement. Et donc non, en seconde, il m'a vraiment relevé. Alors que, donc disons, au début de l'année, j'avais 2 de moyenne en français, et à la fin de l'année, j'avais 14. C'est-à-dire que je suis passé du dernier au premier. Et voilà. Et donc la proviseure, elle m'a dit que je pouvais passer en première A, mais qu'il faudrait peut-être que je redouble ma seconde C. Et donc voilà. Et alors là, finalement, j'arrive en seconde C, puis je me dis non, attends, c'est pas possible. Puis en plus, moi, je voulais partir de chez moi parce que j'avais des gros problèmes avec mon père qui était violent, haineux. Et donc je me suis dit non, passe en A, de toute façon, ça t'intéresse plus et tout. Donc je suis arrivé en classe de première A, et là j'ai rencontré un type extraordinaire, je me rappelle même son nom, c'était Domenech, et il tenait un ciné-club à Coix-la-Forêt, qui était pas très loin de Chantilly, oui, je viens de Chantilly, et il nous ramenait tous les mois un film. Il nous projetait son petit film avec son petit projecteur et tout. Et alors là, ça a encore reveillé, c'est-à-dire que d'un seul coup, je me suis passionné pour le cinéma. Et donc du coup, j'ai couru. Après, j'ai eu des accidents, des trucs, des machins, des agressions, tout ça, qui fait que j'ai pris énormément de retard. Et du coup, voilà, on se retrouve au moment où, je vous ai laissé tout à l'heure, donc au moment où Nico Papatakis me dit, voilà, tous les espoirs sont permis. Donc quand un monsieur comme ça vous donne ce conseil, vous réfléchissez pas, quoi.
fonce, quoi. Et donc du coup j'ai travaillé la poésie, travaillé, mais c'était vraiment comme faire des gammes, hein. C'était vraiment d'ailleurs c'était des trucs qui faisaient 200 pages que je balançais après, enfin qui m'intéressaient pas, enfin bref, mais en tout cas c'était voilà, j'écrivais, puis il est arrivé un moment, pouf, où ça a commencé à prendre forme. Donc j'ai fait un peu une mise en page différente des autres, où j'ai commencé à voilà, prendre mon identité de poète. Voilà. Il faut aussi savoir que dans le même temps, je suis artiste peintre et puis aussi le prochain recueil qui va apparaître qui s'appelle Vent sur la Caldera, pardon, qui est édité par les éditions La Lucarne des écrivains, qui est une super belle, belle, je ne sais pas si c'est le mot, mais extraordinaire. Originale librairie qui est dans le 19e rue de l'Ourcq, c'est dirigé par Armel Louis, qu'on se connaît depuis longtemps avec Armel parce qu'il fait souvent des événements là-bas. Étant donné que j'ai paru dans pas mal de revues avant d'être édité, du coup je me suis retrouvé à des lectures, ça fait longtemps qu'on se connaît avec Armel, peut-être 15 ans. Et ce qui s'est passé en même temps de mon côté, c'est voilà, j'avais terminé, je reprends, j'avais trouvé une certaine identité poétique, et là j'ai rencontré Max Allo. Max Allo, qui est, vous savez certainement, c'est un très grand poète français. Et j'ai eu la chance, mais extraordinaire, qu'il me prenne sous son aile. Et vraiment, en plus, c'est un grand poète, mais c'est quelqu'un d'extrêmement humble, doux, qui a été professeur à l'université, évidemment, donc qui est très... qui sait apprendre. Et donc comme il m'a dit, pendant 15 ans, comme il dit, moi je surveille. Il disait pas plus que très modeste toujours et tout. Et j'ai travaillé avec lui pendant 15 ans, mais il y a des choses essentielles qui m'a appris, par exemple les anglicismes, les enlever des poèmes français. L'anglicisme, c'est pas terrible quoi, pour la langue française. Tout ça. Donc, voilà. Peut-être parfois une fois de temps en temps ça peut vraiment aider, mais sinon il vaut mieux l'enlever. Et du coup ça, par exemple, des choses comme ça essentielles de la poésie. Et moi j'ai mes vers j'ai une mise en page très particulière, c'est-à-dire que mes vers ils se baladent, enfin pas au hasard, hein, mais ils sont décalés les uns par rapport aux autres. Évidemment c'est des vers libres, ils ne pourraient pas être autrement là. Et puis comment dirais-je? Et puis je n'utilise aucune ponctuation. J'ai fait de la musique quand j'étais jeune, donc j'étais batteur, guitariste rythmique, bon, tout petit niveau là par contre. Je veux dire, vraiment, j'ai fait qu'une fois une scène. Et donc du coup, voilà, ma ponctuation, c'est des choses que j'ai dans la tête, des rythmes qui font que du coup je vais commencer là plutôt que là, puis je vais aller là, tiens, ça sonne bien, ça résonne bien, donc je vais continuer sur cette tabulation là. Après je vais dans une autre parce que ça me ramène à ça. Je vais repartir à la ligne parce que j'ai tapé un autre sujet, enfin un autre sujet non, mais une autre parcelle du sujet, etc. Puis alors voilà, après donc Max voilà, donc au bout de 15 ans, finalement j'avais rencontré Danny Marc et Jean-Luc Maxence, qui sont des gens extraordinaires, qui dirigent qui dirigent le Nouvel État Nord, entre autres, hein, parce que moi je paraissais dans les Cahiers du Sens, une magnifique revue qu'ils faisaient, etc. et tout. Enfin, Danny Marc et Jean-Luc Maxence, c'est des gens qui ont été très importants pour moi et qui m'ont présenté Alain Breton, qui fut mon premier éditeur en 2015. Et c'est la librairie Galerie Racine, je crois qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Mais Alain est un mec extraordinaire et super. Et d'ailleurs, il a eu le prix Mallarmé cette année, là, il y a quelques jours. Et j'étais bien content pour lui. Et donc il a été super avec moi, vraiment. Il a sorti des livres, il a vraiment été très bien. Il a sorti 250 dans un premier temps, tout est parti. Il en a ressorti 250, tout est parti aussi. Et voilà, alors après, je sais pas, peut-être c'est même sûrement, il était parti sur autre chose, etc. Enfin bref, on n'a pas refait notre tirage. Du coup, il me reste un livre chez moi, parce que j'ai tout vendu. Et puis après, ça a été assez long. Quelques années, 1, 2, 3, bon. Et il faut pas oublier un truc, il faut quand même que je dise, je l'ai dit un peu au début, mais je suis quand même un malade mental qui a une très très lourde pathologie, donc ça ralentit.
En plus, non seulement malade mental, mais je suis aussi malade physique. Donc c'est compliqué. Et encore, j'ai de la chance parce que j'ai été guéri d'une hépatite C par miracle, on va dire. Moi, je crois pas au miracle, mais bon, il y a des fois, voilà, par un traitement extraordinaire et révolutionnaire, comme disaient mes addictologues, parce que j'ai pas mal été dans la drogue. Et d'ailleurs, mon premier livre, Œil pour œil, la répétition, celui de You and I, un poème de 8 pages écrit en américain, c'est un constat sur la drogue. Je dirais un constat, parce que je dirais pas que c'est un livre sur la drogue, parce que c'est pas contre, c'est pas pour, c'est, voilà, la drogue c'est ça, maintenant tu fais ce que tu veux, tu t'es prévenu, voilà, tu risques ça, alors tu vas peut-être avoir un peu de plaisir, mais attention aussi à ce que tu vas te ramasser. Donc voilà, alors ça a passé, tout ça, avec le temps, voilà, moi je compte pas, ça fait un peu comme mon film, donc là j'ai quand même flippé, parce que mon film, il n'a pas été suivi, comme je dis, parce que j'étais trop en retard. À l'époque, je me rappelle quand j'ai sorti mon film, il y a Gaspard Noé qui avait déjà fait le sien, Carne, et le mien, quand je l'ai fait, Le Ring, avec Antoine Basler, il sortait à l'époque de Seul contre tous. Donc déjà, Gaspard Noé, qui est un mec extrêmement gentil et extrêmement talentueux, moi c'est mon réalisateur français favori. Et voilà, c'était, moi je voyais, et lui il avait déjà fait un long métrage, moi j'étais encore dans un court métrage, j'étais malade et tout, je suis retombé dans l'alcool à ce moment-là, par faiblesse. Je croyais que j'y étais arrivé quelque chose, et puis tiens, tu parles, je mal, comme ça. Et donc, des fois, il y a des retards, parce que c'est très lourd, des fois, la pathologie mentale, ça peut être extrêmement handicapant. Et ce que les gens ne comprennent pas, d'ailleurs, ils ne comprennent pas. Pour eux, maladie mentale, c'est... mais ils ne se rendent pas compte que dans la maladie mentale, il y a des cas qui sont plutôt légers, puis il y a des cas que ça commence à devenir compliqué. Puis après, c'est pathologie lourde, qu'on appelle. Et moi, je suis parti de ça. En bipolaire, mais puissance 10, plus, je suis ex-toxicomane, enfin, bon, c'est pas évident. Donc, tout ça pour dire qu'après 2015, quand j'ai sorti le Œil pour œil, enfin, quand on a sorti avec Alain Breton le recueil, entre tout, j'allais dire, Œil pour œil, la répétition, la répétition d'ailleurs, ça s'est repassé la même chose, ça a répété la même chose que ce qui m'est arrivé avec le film, donc du temps qui passe, et pas d'autres œuvres, on va dire, bref. Et donc du coup, et puis, alors là j'ai eu encore une chance mais extraordinaire, c'est que j'ai rencontré Francis Combe. Et Francis Combe a été pour moi ça, comme Max, quoi. C'est des rencontres qui, comme Nico Papadakis à l'époque, c'est des rencontres qui vous remplissent de quelque chose d'extraordinaire parce qu'ils sont d'une humanité, d'une force très 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 puissante. Et donc quand ils vous lèguent des choses, c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Et donc avec Francis, il m'a dit bon bah ok, j'avais un livre, il a lu un projet qui s'appelait Les torrents dorment-ils la nuit. Et alors il a dit ok, je te publie. Et à partir de là, je me rappelle, on s'est vu c'était à d'Enfer Rochereau, à la terrasse d'un café. Et moi, comme ça, il me dit ça, mais je lui dis bah écoute, si tu veux, je te propose d'être bénévole pour ta maison d'édition, faire ceci, cela, remplir des enveloppes, faire machin, tout ce bidule, comme ça soulage. Et puis voilà, et comme ça est né avec Francis une vraie amitié. Donc du coup, ouais, dans ma vie, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que tu rencontres Max Allo et Francis Combe, dans la poésie, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Mais il y en a qui sont aussi à leur niveau, il ne faut pas déconner, mais je veux dire, j'ai de la chance. Voilà. Et énormément de chance, et maintenant ça fuse. Et là, donc, j'ai enfin cassé cette malédiction en 2003 de la deuxième œuvre. Et puis finalement, là, maintenant, j'ai un troisième livre, comme je vous ai dit tout à l'heure, Vincent de la Calderin, que j'illustre moi-même, et qui est produit des restes du cinéma, qui est édité ou publié par la Lucarne des écrivains, Armel Lewis. Et comment tu écris, construis, crées ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? J'ai une approche poétique, c'est comme je vis, c'est-à-dire elle est là tout le temps. Souvent, quand j'écris un recueil, ou quand je sais, j'ai ma feuille avec mon stylo à côté sur ma table de chevet, puis voilà. Elle vient partout, voilà.
à n'importe quel moment. Je sais pas comment dire, ça vient. J'ai pas d'approche poétique particulière, je sais le sujet que je vais aborder. Là, le prochain recueil que je suis en train d'écrire là en ce moment, que j'ai terminé d'ailleurs, qu'il faut que je saisisse, le sujet c'est les dictateurs. Je suis tellement révolté à l'heure actuelle par ce qui se passe partout dans le monde que du coup je me suis dit obligé d'écrire quelque chose sur ces barbares. En plus je les trouve bêtes. Je veux dire comment, je trouve moi, aller massacrer des gens, c'est bon, ok, c'est méchant, horrible, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment pas intelligent. C'est pas humain, quoi. Ils sont vraiment des gros nazes, quoi. Je sais pas ce qu'ils... Enfin bref, voilà le sujet. Et donc voilà, ça m'a accompagné, je vais... Alors pour répondre à ta question, ouais, c'est ça, je vis avec. Voilà, ça se présente. C'est comme mon instinct de vie. J'ai vraiment de la chance d'être encore en vie, donc... voilà, je fais confiance à ma plume, je fais confiance à ma vie. Maintenant, je suis débarrassé de plein de choses comme la drogue, par exemple, cette hépatite C. Je continue à vivre. J'ai beaucoup de chance d'être là. Je le sais parce que j'ai fait une mot à plusieurs reprises. Donc, ça vient comme ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'art qui était un petit peu thérapeutique pour toi, qui t'a sauvé, Toujours, bien sûr. Ça m'a pas sauvé, mais ça m'a aidé énormément. D'ailleurs, Max Allo le dit. Il m'a dit ça vous a toujours fait du bien d'écrire, Kiko. Toujours. Oui, bien sûr, c'est thérapeutique. Je pense que c'est pas. Et je pense que c'est parce que je pense que tout le monde a un petit grain quelque part. Donc pour tous les poètes, qu'ils soient hommes ou femmes, je pense que c'est une thérapeutie. Après, moi, j'ai pas peur de dire ce que j'ai, donc ça va. Mais les gens ont un grain. Donc, si on écrit, déjà, je pense que déjà, il faut évacuer quelque chose, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a un besoin d'évacuer, quoi. Voilà. Donc oui, forcément, c'est extrêmement thérapeutique, ça fait énormément de bien. Je veux dire, quand on est là, malade et tout ça, on n'arrive plus à écrire et que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis finalement, quand ça revient, ça fait du bien, et puis finalement, ça reprend conscience en soi. On reprend confiance en soi. Et bien sûr que ça agit comme n'importe quel antidépresseur. Ça agit mieux que n'importe quel antidépresseur, bien sûr. Ça Max, il m'a toujours dit, ça vous fait du bien, ça vous fait du bien. Oui, bien sûr, pour répondre à ta question, oui. Et la peinture? Alors, la peinture, c'est autre chose. Elle a été très jeune aussi. Très très jeune, j'étais bien, j'étais bon en classe. Primaire, je crois que je sais plus où j'étais, dans quel... Enfin, je sais pas, mais tout ce que je me rappelle, c'était que j'étais chez les bonnes sœurs qui m'aimaient pas du tout, et qui m'aimaient pas. Mais bon, la prof, elle était super, moi je prenais des cours par la mairie, de dessin, truc, c'est pas que je suis vraiment pas bon, hein, mais j'ai toujours adoré ça, et ça m'éclate un peu, voilà. Donc moi j'ai fait... je suis pas représentatif, figuratif, ça m'intéresse pas. C'est un truc que voilà, j'ai pas envie de faire. Par contre, il y a un truc, j'aime bien faire de la peinture. Et étant donné que je suis un peu flingué, je fais de la peinture abstraite. Voilà. Je fais pas mal d'expos, il y a une très très belle galerie qui est extraordinaire, une collection absolument géniale que personne ne connaît, ou presque. C'est la collection Sainte-Anne. C'est-à-dire que c'est une collection de l'hôpital Sainte-Anne, extraordinaire, je sais pas combien il y a, Madame Dubois d'ailleurs, qui l'occupe, est une femme extraordinaire aussi, elle a fait la postface des Torrents dorment-ils la nuit. J'ai 2 œuvres, je lui ai légué 2 œuvres. Enfin, au début, c'était la galerie qui est une cave voûtée, pas immense, hein, mais au milieu de l'hôpital Saint-Antoine. Ça s'appelait à l'époque le musée Saint-Gé-Polignac. Et donc c'était privé, et Madame Dubois s'est énormément battue, et elle a protégé les œuvres, et tout ça, un gros travail de restaurer, tout ça. Parce que c'est extraordinaire, cette collection, parce que c'est une collection où on voit les œuvres des malades. C'est extraordinaire, c'est comme si c'était tout plein de personnes comme Antonin Artaud, mais pas connues, quoi. Enfin, tu vois, c'est extraordinaire. Puis il y a aussi des grands peintres qui ont été hospitalisés à Sainte-Anne, il ne faut pas croire. Et donc tout ça fait une collection, mais hors du commun. Et puis maintenant, elle a réussi à le faire passer au patrimoine national. C'est devenu, une œuvre. Pas une œuvre,
un monument. Et maintenant, ça s'appelle le MACHA. Alors, c'est Musée d'art. Je ne sais plus exactement. À chaque fois, je me plante à MA, c'est SHA. Sainte-Anne, puis à Sainte-Anne, je crois. Enfin bref. Et Musée d'art. Et voilà, c'est devenu. C'était rentré au patrimoine national. Donc, finalement, j'ai 2 toiles là-bas, des grosses. Des trucs. J'ai fait en 3 dimensions. J'adore. Ah oui, parce que j'adore le modelage. Alors, le modelage de la terre, pour moi, c'est un truc. Alors, ça, c'est thérapeutique, mais tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que c'est magnifique, le contact de la terre. Donc, voilà. Pour la revenir à la peinture, si tu veux, je vais dire, ouais, j'ai toujours fait ça. Donc, voilà. Et puis, alors, après, justement, je n'ai pas parlé, mais juste après que j'ai foiré dans le cinéma, j'ai pas réussi. C'est quand même dur parce que quand même j'ai consacré plus de 15 ans. Enfin, j'ai fait un court métrage. Après les gens disent que c'est une performance dans l'état où je suis, mais bon. Moi je vois les autres potes et tout, justement Gaspard Noé, c'est 10 films. Moi j'ai juste fait un court métrage. Donc voilà, une fois que je me suis planté là-dedans, je me dis merde, ce que je vais faire et tout. Et j'ai pas pensé tout de suite à la poésie. Du coup, j'ai pris, je sais pas, j'aimais bien l'artisanat, je trouve que c'est magnifique. J'adore les artisans. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, tu as retort des artisans. J'ai acheté Métiers d'art, les métiers d'art, qui était un bouquin qui décrivait tous les arts, artisans, tout ce qui était possible. Des artisanats, pardon, tout ce qui était possible. Et Métiers d'art, ça s'appelait, je crois. Et voilà, j'ai hésité entre faire des chaussures, hein, je sais plus comment on appelle ça, et puis il se trouve que j'ai rencontré, j'hésitais ça, et puis le vitrail ouais, j'aimais bien, et donc du coup les chaussures, je sais pas, j'ai toujours bien aimé les chaussures, donc, voilà. Et puis il se trouve que j'ai rencontré un maître verrier, Martial Mayel, qui est un peu aussi un homme extraordinaire comme Francis, comme Max, tous sont des gens unicaux, comme des gens qui vous apportent quelque chose. Ok, un savoir-faire, mais aussi une sorte de puissance humaine, comme ça, extrêmement généreuse et douce. Et donc j'ai rencontré Martial Mayel, non, il n'a plus parce je pense qu'il est parti se retirer dans le sud du Maroc. Et à Essaouira, j'y suis allé une fois, tout seul, c'était génial. Et voilà. Il y a des anecdotes comme ça, il faut la raconter tout le temps, mais il faut concentrons-nous sur le travail. Et du coup, je me suis lancé dans le vitrail, parce que j'avais un maître. Moi, j'avais trouvé un maître, et ce maître, c'était Martial. Donc pendant 2 ans, j'ai trouvé le moyen par les AGFIP, un truc qui dépend à l'époque, je crois que c'était encore... Non, c'était déjà le Pôle emploi, et qui m'ont financé une formation de vitrailliste. C'est-à-dire que j'allais une semaine, en cours du soir, j'avais 4 soirs par semaine, de cours du soir de 2 heures à peu près, au Feuillantine, là où on apprend, il y avait des profs de vitrail et tout ça. Et une autre semaine, non, on ne travaillait pas, on n'avait pas de cours, enfin une semaine sur 2. Et puis moi j'en profitais le maximum pour aller voir Martial à Honfleur. Et Martial, il a bien vu que j'avais un truc au niveau du dessin, mais en même temps que c'était pas trop... c'était un peu barré et tout, donc il a voulu certainement me recentrer là-dessus. Donc Martial, il s'est débrouillé pour me faire un certificat et qui m'a permis d'aller aux Beaux-Arts en cours du soir. C'est-à-dire, la première année, j'ai fait du nu, qui est quand même c'est la grande... voilà, c'est comme ça qu'on apprend le mieux, quoi. Et puis, voilà, donc là j'ai été toute l'année. Et puis, l'année d'après, j'ai eu nu et perspective. Et, alors nu, c'était bon, super, quoi. Et dur, c'est dur. Mais bon. Et perspective, alors là, j'ai adoré. Je sais pas si c'était parce que c'est un rapport au cinéma, tout, bien chouette. Bah oui, on a beaucoup travaillé avec le prof de mise en scène sur les cadres, les trucs, les bidules, les fuites, les lignes de fuite. Ça m'a replongé dans le bain photographique, on va dire, et puis de la photo. Oui, j'ai fait de la photo, j'oublie, c'est pas. Les lignes de fuite, toute la sémantique de l'image et tout, etc. Et ouais, ça m'a passionné. Malheureusement, au milieu de l'année, j'ai fait un énorme coma, enfin pas énorme, enfin 8 jours, quand même. Et j'ai failli devenir un légume. Parce que c'était à la suite de trop grande prise de drogue.
c'est pas la drogue en elle-même qui m'a fait du mal, c'était ce qu'il y avait dedans. Et donc du coup, voilà, je me suis retrouvé dans le coma. J'ai parlé à ma mère et je lui ai dit, maman, je ne veux plus que la Tour Eiffel. Et puis bon, ils m'ont retrouvé 2 jours plus tard au Châtelet, inanimé. Donc ils m'ont, ça c'est peut-être la plus grosse, mais il y en a eu d'autres. Et ils m'ont emmené évidemment en urgence, c'était l'hôpital Saint-Louis, je crois. Et là, j'étais en coma, j'étais dans le coma. Et donc ils m'ont mis tout, branché tout, bordel et tout. Et j'avais toujours un rapport extraordinaire avec ma mère. Autant mon père c'était l'or, je vais juste dire un truc comme ça pour voir, voir le genre de personnage. Une sorte de SS ou je sais pas trop quoi. Moi j'avais quoi, 10 ans, 11 ans, il m'a dit moi je préférais te voir crever que voir crever mes chiens. Voilà, c'était réglé. Par contre ma mère était extrêmement douce et elle m'aimait particulièrement parce qu'on était 3 frères, puis j'étais le petit dernier et en plus j'étais malade. Donc les mamans couvrent. Et donc j'ai toujours eu un rapport comme ça avec ma mère très très fort. C'est pour dire qu'elle est venue, je suis resté en fait j'aurais pu rester 5 jours dans le coma. Et le truc c'est que j'ai eu un œdème qui est apparu contre le cerveau. Et alors là, ça a été la cata, quoi. Parce que c'est vrai que si elle se résorbait pas, c'était fini, quoi. C'était terminé, ma vie. Bah oui, ma vie, j'aurais peut-être été végété pendant je sais pas combien d'années, mais pour moi, c'était fini. Et ma mère, elle était extrêmement pieuse. Et donc, elle est venue, c'était une petite dame, elle m'a eu à 45 ans, donc c'était il y a longtemps, elle avait 20 ans en 1940. Et elle est venue tous les jours, parce qu'on lui avait dit qu'il faut lui parler. Donc elle est venue tous les jours, puis elle me parlait toute la journée. Petite dame, je ne sais pas combien elle avait, mais elle repartait dans les couloirs sombres du métro, parce qu'elle était très sérieuse et vraiment pas bête non plus, ma mère. Et donc elle allait se reposer. Elle allait se reposer, puis tous les jours elle revient. Alors, je ne sais pas si ça a joué quelque chose ou pas, mais je suis absolument pas croyant ou quoi. Et à un moment, je me disais agnostique, mais même, moi j'adore la nature, la terre, évidemment. Après, moi, on va voir, on est là. Moi, je préférais quand même que quand je meurs, on fasse une grosse fête, plutôt que ce qu'on fait en France, les catholiques, là, tout. Non, c'est pas ça. Pour moi. Et donc, voilà. Donc, et bizarrement, quand même, cet œdème s'est résorbé. Et donc ils m'ont gardé encore en coma artificiel pendant 3 jours, parce qu'ils avaient extrêmement peur que je souffre une douleur abominable au réveil. C'est que ce coma, et ben mine de rien, il m'a quand même éclaté. J'ai pas pu reprendre du tout d'ailleurs le rythme que j'avais avec les feuillantines. Alors, les feuillantines, j'ai réussi à tenir encore, c'était difficile, mais je suis arrivé, d'ailleurs à la fin de l'année, j'ai eu mon CAP quand même. Malheureusement, c'est un truc gros comme une maison, enfin bon, j'en avais. Mais par contre, les Beaux-Arts, il fallait y aller, il y avait déjà les feuillantines. Les Beaux-Arts, j'avais vraiment du mal. Donc, par contre, j'adorais la perspective. Et ce prof génial, comme je t'ai dit, il disait, bah, viens dans le cours de nuit, t'as pas à payer, je dis, tiens, et tout. Donc, il fallait faire un croquis par jour. Et ça m'a beaucoup parlé. Et donc, du coup, j'ai croqué tous les jours un petit croquis. Et ça m'a permis, attends, je vais dire un truc, ça m'a permis d'arriver à cette... Je partais donc dans le monde un peu seul, pas partout, je n'ai pas voyagé du tout, vraiment pas loin, mais je partais tout seul. Et donc j'ai une histoire avec la Grèce, mais j'avais été avec différentes personnes dans différentes îles et tout, et je voulais mon île. J'ai des fixes, des fois comme ça. Et du coup, je dis, c'est Santorini. Et franchement, je suis arrivé sur cette île, d'abord il n'y avait personne. Enfin, la première année, j'étais au mois d'août, j'ai cru que j'allais mourir. Donc j'ai terminé. Je suis resté tant bien que mal jusqu'à la fin du mois, puis c'était fini. L'année d'après, par contre, je suis revenu au printemps. C'était en 2009, je crois. Et là, du coup, j'avais l'idée de toujours, même si j'avais fait les croquis en 2001, 2003, et que après j'ai eu mon CAP de vitrailliste, qui m'a complètement, c'est ce que je disais, il y a des choses gros comme une maison, des fois, c'est comme là, cache la forêt. Et déjà, il y avait une grosse lombalgie. Et
quand t'es penché comme ça tout le temps sur ta table, en train de monter du verre avec du plomb, tout ça, alors c'est très beau à la fin, mais moi, malheureusement, l'embalgie, ça a éclaté. Et quand j'ai eu mon CAP, je pouvais plus. Je sais même pas, voilà. CAP, c'est juste dans le CV, quoi, parce que j'ai jamais pu exercer, à part une ou deux fois avec Martial, mais pas grand-chose, quoi. Dommage. Et voilà. Donc pour revenir à SRO, c'est autre chose, à Santorini, la première année ça a foiré parce qu'il y avait trop de monde, et après je suis revenu printemps. Et là ça a été extraordinaire. L'île était vide à l'époque, enfin vide, faut pas exagérer, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Et donc j'y allais, et puis la première année, donc, c'était en 2009, j'ai fait une série de crowbars. De Santorin, de partout où j'allais, tous les jours, je faisais un croquis, pardon, un croquis. Et voilà. Et donc du coup, je suis revenu avec parce que j'avais justement, j'étais toujours à l'hôpital de jour. Je suis toujours à cet hôpital de jour là d'ailleurs, que j'adore, qui est l'hôpital du Docteur Nuss, l'hôpital Saint-Antoine. Le Docteur Nuss, c'est aussi un homme extraordinaire. Oui, c'est un très très grand médecin qui a sa propre manière de diriger son hôpital de jour et d'aborder ses patients et ses patientes. Et donc voilà, donc du coup là j'avais appris par un gars qui, je trouve ça joli, quoi, qui dessinait sur du craft avec du blanc et du noir, Posca blanc et noir. Et le craft, alors moi je suis parti avec un cahier de craft et j'ai fait à 4, et j'ai fait un croquis tous les jours, même plus. Et donc j'ai fait ces croquis à Santorin et Santorini, et l'année après, je suis retourné pendant longtemps, jusqu'en 2016. C'était merveilleux encore, jusqu'en 2016. Et donc, en 2010, j'ai écrit un recueil qui va paraître, là, qui s'appelle, au début, ça s'appelait Santorini, Love Around the Iceland, et puis Rock Around the Clock, mais bon, déjà, c'était... Et du coup, là, j'ai rechangé, et il s'appelle Vent sur la Caldera, maintenant. Et c'est l'histoire d'un homme, une histoire d'amour, mais vraiment, entre un homme et une île. Mais c'est charnel. Enfin, voilà, ils vivent, ils font l'amour ensemble, ils ceci, ça. Ils sont jaloux, elle est jalouse. Enfin bref, il y a toute une histoire comme ça qui dure quand même pendant 70 pages. Et comment dirais-je. Et du coup, voilà. Du coup, je me suis dit, bah tiens. J'en ai parlé à Armel Wills, l'éditeur, puis je lui ai dit, parce que j'avais fait aussi une très belle série de photos, parce que je faisais un peu de photos à un moment, et du coup j'avais fait des photos qui il faut juste appuyer sur la gâchette à Santorin tout de suite, c'est magnifique. Mais j'avais eu l'idée de faire une photo, c'est-à-dire que je prenais mon appareil, et puis je faisais une photo couleur, et je doublais en noir et blanc. Ça fait un truc super. C'est-à-dire que tu as la photo en couleur, tu as la même, exactement la même, je devais avoir un pied, qui est en noir et blanc. Le même cadre, même truc et tout. Moi, c'est chouette, je pense que ça a déjà été fait 1000 fois, mais je sais pas, je trouve que c'est un bel effet. Et puis, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je dis à Armand, mais ça serait peut-être bien de l'illustrer avec ces photos. Alors, c'était parti. Le problème, c'est que moi, j'adore le bazar, mais c'est très propre chez moi, mais alors c'est un bazar, hein, sinon j'adore ça. Et le problème, c'est impossible de retrouver les photos. Impossible de retrouver les cartes mémoire, rien. Et puis en cherchant les photos, je retourne sur ce cahier de croquis. Et je dis, ah ben attends, c'est bien les photos, mais là c'est encore plus personnel. Donc, enfin je trouve, après il y a donc ça, chacun il met voilà, son eau à sa vin, ou je sais pas, enfin bref, il choisit ce qu'il veut, une photo ou les croquis. Je dis, bah il y a un petit penchant pour les croquis, puis je pense que surtout ça m'arrangeait bien, parce que je récupérais pas les photos, je savais pas où étaient les photos. Ouais, donc je disais, les croquis, c'est, j'ai tout repris, tout, et Armel il m'a dit, ouais, fin janvier, il me dit la balle est dans ton front, et moi quand on me dit genre, j'ai foncé comme un malade, et j'ai terminé pour fin janvier, mais j'ai tout refait. Il y en a certains que je les ai carrément refaits, tous les autres je les ai repassés au Posca. Je me rappelle que j'ai mangé 2 Posca noirs, 2 Posca blancs, et j'étais obligé d'en racheter 2 encore. C'était beaucoup de travail. Et puis finalement j'ai donné ça à Armel, et puis voilà. Donc on était contents, puis là voilà, le livre il va sortir. C'est dommage, il y a très peu de choses près, il sortait pour le machin de la poésie, mais c'est pas grave, ce sera pour la rentrée littéraire de l'automne.
Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Je trouve surtout les Français. Et les Françaises que, bon, il y a de très belles choses, très nature. Et, comme dit, toujours j'essaie d'aider les jeunes revues. Donc on lit, mais des fois ils publient vraiment. Bon, passons. Mais il y a des belles choses. Par contre, il y a un truc que je trouve complètement hallucinant, c'est que nulle part, quasiment, nulle part, faut pas exagérer non plus, mais en grande majorité, la poésie, elle est complètement déconnectée de ce qui nous entoure. Je veux dire, il y a la guerre partout, machin et tout, mais ils vont nous parler des petites fleurs sur un petit pistil, sur une fleur. C'est beau, mais j'arrive pas à... Je comprends pas qu'on soit aussi déconnecté de... Enfin, je veux dire, on risque de se faire bouffer par la Russie, ou je sais pas trop quoi. Enfin, j'invente n'importe quoi, mais... Et on n'en parle pas, j'entends pas, ou je vois très peu de poètes et de poètes, de femmes qui parlent de ça. Ou alors c'est moi qui lis pas assez. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité, première nécessité pour les gens, pour les autres? Pas pour toi, c'est vrai que c'est pour toi, c'est une nécessité, mais... Bah ça l'est plus. La poésie c'est une catastrophe, on est mal barré. Hein. C'est dommage parce que c'est tellement important. C'est tellement important. C'est presque la base de la littérature quand même. C'est ça, c'est terrible. Hein. Alors lire des romans, c'est bien, des romans, j'ai pas le contraire, hein. Il y a très, très bons romans et tout. Mais je crois qu'on voit pas, par exemple, quand tu te balades dans les transports et tout, machin que ça, on va t'annoncer les livres, ou à la télé on va te parler. Pivot, il a jamais amené un poète à son émission. Et pourtant Pivot c'était quelqu'un d'extraordinaire. Mais il n'y a eu aucun poète à Pivot, quoi. À Apostrophe, il n'y a jamais eu un poète. Tu vois, je veux dire, il y a du coup, tu me demandes les gens, mais même les gens de toute façon ils sont même plus au courant qu'il y a la poésie qui existe. C'est très très rare. Alors par contre, ouais, une élite, toujours, la poésie. Ouais, d'accord, mais le peuple, on l'informe pas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est terrible, terrible. Et sur le marché de la poésie... Il y a aussi la télé aussi qui bouffe. Et sur le marché de la poésie, est-ce que tu veux dire quelque chose? Tes impressions? C'est génial le marché de la poésie. Bon, moi je suis malade, j'ai mal au dos, truc, bidule chouette, ça me fatigue énormément l'esprit, mais heureusement que ça existe, parce que là, d'un seul coup, les gens, il y a un marché, c'est chouette, on va aller se promener, ouais, il y a beaucoup de promenades, aller, c'est place Saint-Sulpice, c'est le week-end, si, oui, on va y aller. Et donc du coup, les gens reviennent un peu aux origines. Et du coup, et puis c'est bien. Et donc le marché de la poésie, puis, pour moi c'est marrant parce que ça me fait penser, nous on avait Cannes, d'ailleurs mon film il a failli d'aller à Cannes, hein. J'ai appris après, il est vraiment passé la quinzaine des réalisateurs, il a frisé. Enfin c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le destin, il y a des trucs frisés, c'est comme quand j'ai voulu passer l'examen de l'école Institut National de l'Image et du Son qui était avant la FEMIS, ils m'ont mis 29 sur 60, enfin bon, des trucs bizarres. Et ce que je veux dire, c'est le marché de la poésie. Oui, on se retrouve tous et tous. Et c'est l'explosion de la poésie. Donc pour moi, il y a un petit côté, c'est notre Cannes à nous. Et malheureusement, on n'a pas les tapis rouges, les vedettes, les machins et tout. Mais bon, voilà, les gens, le marché de la poésie et tout. Puis moi, j'aime bien être. Je reste pas hyper longtemps, mais j'aime bien y être un petit peu, ouais. Et tu étais aussi, comme on dit, membre de Poets of the Planet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Planet. Oui, mais bien sûr, j'étais sur World Poetry Movement, parce que Francis était dedans, donc moi forcément, étant donné que je travaille avec Francis régulièrement, tout le temps même, j'étais adhérent normalement. Quoi. Et voilà, mais le World Poetry Movement, il a été terminé en Amérique du Sud l'année dernière, et Francis Comte, donc il a recréé un mouvement qui s'appelle le Poet of the Planet, le poète de la planète, et qui est en fait une sorte d'international de la poésie, et engagée, je veux dire, toujours pour des causes humaines, ou contre la guerre, ce qu'on veut, c'est la fonction, je ne sais pas comment on peut dire, du Poet of the Planet, et donc on se réunit en cette sorte donc du coup d'international de la poésie, et puis on grimpe très vite, là déjà on commence à en avoir beaucoup, je ne sais plus le nombre exact, mais voilà, on est déjà pas mal. Et voilà, donc c'est bien, c'est un mouvement qui grandit, qui vient de naître, et
et qui marche. Alors mes tatouages, c'est une longue histoire. Alors, déjà j'ai fait le premier, je devais avoir 17 ou 18 ans, j'étais à Londres le faire parce qu'en France c'était compliqué. J'ai fait dans une cave, c'est peut-être là que j'ai chopé mon hépatite C, ou je sais pas si j'ai fait ça ou en faisant un shoot. Mais en tout cas, je sais pas, pour moi c'était important d'en faire un parce que pour moi, et pas pour moi d'ailleurs, en général le tatouage ça exprime la révolte et la liberté. Voilà. Une fois que tu es tatoué, tu es révolté, tu es marqué comme révolté et libre. Parce que finalement, voilà. Et après, j'ai laissé passer des années. Et justement, quand je me suis planté avec mon film, je sais pas ce qui s'est... Ou alors je sais plus si c'est avant, pendant, je sais plus. Parce qu'à ce moment-là, il s'est passé tellement de trucs dans ma tête que j'ai voulu... que j'ai absolument, je sais pas exactement tout à fait pourquoi, revenir à ça. Et alors à ce moment-là, mon petit tatouage, il était grand comme ça. Et là, j'ai rencontré, je suis allé voir avec une petite amie, on a été voir pour se faire 2-3 tatouages. J'ai fait le droit, l'autre bras gauche, à l'avant-bras. Et puis, celui qui m'avait fait ça, qui est un grand tatoueur, Riton, personnage spécial, mais grand tatoueur et personnage quand même. Comment dirais-je, il m'a dit, si tu veux, je présente un tatoueur jeune. Et tu vois avec lui. Et en fait, j'ai rencontré le jeune tatoueur. Et en fait, au départ, on a dit, voilà, écoute, si on fait un intégral, comme ça, moi, c'est un principe de départ. Et comme ça, j'ai presque pas payé, quoi. Enfin, je veux dire, parce que sinon, c'est cher quand même, les tatouages. Donc, étant donné que j'en ai des pieds aux mains, à la tête, au crâne, partout, les jambes, bras, torse, dos. Enfin bref, et après, alors déjà, pour moi, un truc, je l'ai dit des fois, je suis passé une fois à la télé, mais avec la maladie plutôt que le travail. Et du coup, j'avais dit déjà que pour moi, c'était important les tatouages et la couleur et tout ça, parce que c'était, pour moi, le métissage, c'était l'avenir de la planète. Maintenant, je trouve que les gens perdent de plus en plus cette notion. Et même le métissage, ça commence à être mal vu. Et ça, vraiment, le monde il tourne plus rond. Alors qu'en fait, moi, dans mes rêves, je disais tout le monde va être métissé. Et en fait, il n'y aura plus de blanc, de noir, de jaune, de chocolaté, de tout ce qu'ils veulent, ce qu'on dit et tout. Moi, je me disais, ouais, voilà. Après, ça m'a permis de m'exprimer. Si j'ai une étoile rouge au milieu du front, c'est pas pour rien. J'ai des pentagrammes derrière la tête. On croit que c'est diabolique, mais pas du tout. Au départ, c'était pour dire qu'il y avait des femmes qui étaient... Les sorcières, elles ont été massacrées, un nombre de femmes extraordinaires, tout simplement parce que les femmes, les sorcières, comme on les appelait, c'est des chamanes en fait, ils étaient des soignantes, mais avec des côtés obscurs, mais n'empêche qu'elles soignaient très bien. Eh bien, après, c'est la religion qui les massacrait, hein. Ça ne plaît pas forcément de voir ce genre de choses. Et donc, ils les ont massacrés, et le pentagramme a été diabolisé, si tu veux. Donc, à ce moment-là, voilà. Et ils ont justifié leur chasse aux sorcières avec ça, avec le pentagramme. Dès qu'ils voyaient un pentagramme, clic. Et je ne sais pas combien de centaines de milliers de femmes qu'ils ont brûlées en quelques dizaines d'années, ça a été monstrueux, quoi. Alors il y avait des sorcières, c'est vrai, mais il y avait tellement de femmes. Dès qu'il y avait un petit truc, schlag. Donc cela, oui. Après, il y a beaucoup de... Étant donné que moi-même, j'aime énormément la peinture et j'en fais un peu. J'ai le douanier Rousseau d'un côté, parce que je voulais une panthère noire, le caractère de la panthère. Et puis de l'autre côté, je voulais une expression de la paix. Donc j'ai choisi la colombe de Magritte, pour moi une des plus belles expressions de la paix. Et mon tatoueur, il a déliré, il m'a fait toute une... Enfin bref, une femme grecque, une statue grecque sur le dos, puis après une tenture comme ça qui fait complètement abstraite. Pareil, derrière le dos, j'ai un Bouddha, ça ne veut pas rien dire non plus. À une époque, j'étais très tibétain et tout ça. Je suis plus, mais je ne regrette pas d'avoir été. Sur le devant du ventre, il y a sur le ventre. On va terminer par ça. Sur le ventre, il y a... j'ai encore une peinture sur le pied de Cézanne, la montagne, merde, si jamais, enfin bref, et la montagne Sainte-Victoire. Et voilà. Et donc, sur le ventre, une tête de mort mexicaine. Parce que je trouve qu'en Occident,
mais on fait la gueule aux enterrements des gens. Et moi, j'aimerais bien que quand je meurs, mais que ça soit la fête, quoi, qu'on casser ce truc de douleur, machin, et ça. La vie, je dis pas ce qui va se passer après, je sais pas. Mais même s'il se passe rien, on s'en fout complètement. Moi, je pense qu'il se passe rien du tout, mais voilà. En tout cas, moi, je ressens, c'est peut-être parce que je suis malade et j'ai énormément de souffrance. Moi, ma mort, ça serait une sacrée libération, tu vois. Tranquille, ça arrêtera. J'arrêterai dans ma tête tout ça, de souffrir dans mon corps. Ça s'arrêtera. Et je voudrais qu'on fasse la fête. Merci beaucoup, Kiko. Je t'en prie. Alléluia. Leur terre est brûlée par la haine. Hommes, femmes, enfants, tous et toutes engloutis dans leurs histoires qui se meurent, exterminés par les dictatures, de celles qui dévorent jusqu'à l'os, génocide. Arméniens, Tibétains, Amérindiens, et eux-mêmes. Quel est cet infâme paradoxe? Quel est ce terrible son des voix qui s'éteignent? Il se répand inéluctablement du nord au sud de ce fin bras de sable, des paroles dans le vent. L'horreur sévit partout dans le monde, sans vergogne. Ils anéantissent les peuples, quelles que soient leurs convictions. Ici, ils les avaient traités d'animaux, de chiens, de chiennes. Ils avaient promis de les tuer, toutes et tous sans merci. Abomination sans mesure. Quelle réalité pour de bon cette fois-ci. Peu importe l'ivresse de l'amour, les corps déchiquetés par les bombes. Peu importe le cri des enfants, leurs larmes si innocentes, si pures. Il n'y a pas pire cruauté, il n'y en aura plus. Les démocraties courent un réel danger, de plus en plus terrifiant. Okay. Dans le livre. Donc en fait, ce livre, ça a été un déclencheur aussi. C'est Les torrents dorment-ils la nuit. En fait, c'est Francis Croom qui a beaucoup aimé le thème au départ, le titre, pardon. Et donc du coup, il a décidé de publier ce petit livre. Et bon, encore une fois, c'est moi qui ai fait la page de couverture. La peinture était un peu plus sombre. Bon, là, c'est marrant, on dirait qu'il y a des saumons. Bon, c'est qui remonte le torrent, justement. J'ai essayé de trouver un texte qui correspond bien à ce livre qui est assez engagé, ou en tout cas qui décrit des choses assez dures de la vie. Donc plutôt, bon, en plus, c'était à l'époque de je ne sais plus quel anniversaire de la commune. Donc j'étais en train de lire un hors-série de l'Humanité qui était vraiment hyper intéressant sur la commune. Alors je sais pas, il y a peut-être des choses qui ont été qui m'ont un peu influencé par rapport à la commune, je ne sais pas. Ça s'appelle « Et par ailleurs, fasciste en herbe ». Donc, « Et par ailleurs, fasciste en herbe ». Ça foisonne partout en France. C'est déjà sur le trône. Ça pulse de partout sur la planète. Rien ne change. Tout se répète. Mais désormais, la donne est singulière. Ils peuvent tout faire sauter le monde entier. Les façades sont trompeuses. Attentats avortés par l'étude d'actes manqués et extrémistes. Ainsi procèdent les humanistes, les planétistes. Il est encore temps de se révolter. Marquer les points au risque de sa vie, ne jamais s'écraser, sortir ses crocs. Mettre à bas les régimes totalitaires, même si trop souvent c'est synonyme d'exil. 1, tu trébucheras. 2, tu tomberas. 3, tu te relèveras. 4, tu vaincras. Toutes ces infâmes histoires humaines, elles troublent l'ordre de la nature, cet organisme magnifique, magique et autonome. Il se passerait bien de cette espèce-là, l'humanité. La pure qui voudrait le voir sauver sa peau, quitte à y laisser la sienne et celle de ses semblables, belliqueuses ou pacifistes. C'était mon premier livre en 2015. Donc je n'étais pas encore tout à fait tatoué comme tu peux me voir maintenant. Je ne sais pas si tu peux voir sur la photo. Oui. Voilà. D'accord. Et c'est un livre qui s'appelle Œil pour œil ou de la répétition, suivi de You and I. Ce livre, c'est une peinture sculptée que j'avais faite, une grande seringue avec tout plein de petites
c'est un livre sur la drogue. Donc voilà, c'est un livre qui dit pas pour, contre, c'est faire un état des choses. D'accord. Voilà. Ok. Et donc voilà. Et voilà, ça donne une idée de ce que c'est la drogue, et ce que les inconvénients, mais surtout les problèmes. Casse-noisette. J'ai sommeil. Je ne dors pas. J'ai envie. Je ne dépiste pas. J'aurais aimé entendre la plainte des déserts vertueux. La longueur de mes tripes se fait de plus en plus speedée, courte. J'ai parlé d'amour il y a bien longtemps de cela. Je l'ai transcrit. Je suis en crise, ça ne vaut rien. Je trime, ça ne vient plus. Je tremble des valses chaloupées et des cratères excessifs. Je suis ivre, ça ne compte pas. J'espère, rien ne se joue sur le tapis. Je sais que je ne compte plus mes archives en dansant, en chantant. La qualité de la came, petit à petit, se fait dans le néant. Je ne percute plus, c'est une pure vérité. J'étrangle mes choix, fil du rasoir. Le flot d'une heure s'est multiplié en 15 souvenirs déprimants. Je reste là, à ne rien faire. J'endure, je ne fais pas la guerre. J'ai perdu mes rêves en accusant ma mine défaite et saccadée. Je me meurs en solo. Je devise, je n'ai plus aucun public. Tu vois, c'est juste la révélation à la suite des enfers sanglants. Je m'étrangle déjà. Je suis passé du gris à l'ombre. Il y a longtemps, longtemps, j'ai vu la beauté de l'univers. C'est ainsi. Elle s'efface. Je n'y ai pas songé. C'est ainsi. Je devrais peut-être m'y mettre, diriger cette âme désastrée par mon corps enfumé. Je veux témoigner, dénoncer, dire, enfanter, jurer. Un jour, une issue s'est ouverte. Je ne m'y suis pas engagé. Cela aurait pu être la gloire, mais moi, j'ai tout perdu. J'erre dans un dense brouillard gluant. Une nuit, j'ai tenu un discours qui aurait pu me sauver la vie. Trop tard. Je n'ai même plus envie. Je n'ai même plus sommeil. D'accord. Les Écrits du Nord ont quand même présenté cette revue qui est vraiment de grande qualité, qui est dirigée par Jean Le Boel, et les Écrits du Nord. Et franchement, elle coûte 15 €, ce qui est vraiment pas cher pour une revue de cette qualité-là. Vraiment, je vous conseille de pouvoir vous la procurer. Hein. Elle paraît une fois par an. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une sélection un peu plus importante et que les textes sont si bons. Je parle pas pour moi, parce que je ne sais pas, c'est tous les textes que j'ai lus ailleurs, je les ai vraiment beaucoup aimés. Alors ça s'appelle Main, mi de pain, mi. Mieux de pain, mieux. Les flammes de ta chevelure en feu ondulent jusqu'à l'herbe bien verte, jusqu'au profil de tes yeux plus clairs que jamais. Qu'est-ce à voir, qu'est-ce à sentir, sinon une montée triangulaire, jusqu'au jour de nos retrouvailles, une heure après une autre, les nuits se meurent aujourd'hui. L'espoir, c'est demain, c'est la vie, c'est la tienne, toute fraîche. Ce sont tes rondeurs affolantes, tes lassitudes, tes rires fracassants, tes larmes si franches qu'elles en sont belles, et tes chapeaux pointus à l'horizon de tes mains, à l'image de tous mes accents circonflexes. Si je puis me permettre, ainsi va ton caractère fort, frappant, si désirable, avec ton intelligence aussi douce, tendre parfois, intransigeante pour une femme vraie. Avec elle, tu fusilles qui vient te pupiller bêtement, sans même connaître la raison de ta beauté sans arrêt. Quant à ma rassurance, c'est la plus fine de tes assurances, la plus racée aussi. Ainsi file cette journée, si différente des autres, nos rêves sont l'avenir, loin, loin dans le lointain. À n'en plus douter, c'est fort et c'est clair. Merci beaucoup, Kiko. Je t'en prie, rien.